En prison, la seule façon d'en sortir, c'est qu'on vous tue. Personne n'est là pour vous protéger. Personne n'est là pour se battre pour vous. Vous avez l'air complètement sans défense. Ensuite, l'homme pouvait arriver en criant avec une voix aiguë. Il était là, il lançait aussi des objets. Il y a des gens qui sont toujours dans le chaos, remplis de colère et de haine. La plupart du temps, cet homme pouvait venir, il voulait vous porter dans la cuisine. Il voulait que vous soyez avec lui. Mais quand je lui résistais, c'est là qu'il se fâchait, prenait un morceau de bois et me frappait à la taille. En 2019, tout a changé pour cette femme. Elle est partie à l'étranger avec un rêve simple, gagner plus d'argent et offrir un avenir meilleur à sa famille. Mais ce qui l'attendait était bien plus qu'un simple cauchemar. Sur son lieu de travail, elle a été torturée, elle a été agressée, elle a même été empoisonnée. Et pourtant, elle a survécu. Et aujourd'hui, elle est ici pour raconter son histoire. Elle a un message puissant pour tous ceux qui croient que partir travailler à l'étranger et se tuer à la tâche garantit une vie meilleure. La réalité est bien plus brutale que ce que la plupart des gens imaginent. Écoutons ce qui s'est réellement passé. Écoutons son témoignage. Je suis Liliane Jangara, originaire de l'ouest du Kenya, du comté de Vihiga. C'était en 2019, quand nous nous sommes préparés à partir du Kenya pour l'Arabie Saoudite. C'était au mois de mai. Le processus a été réalisé par l'intermédiaire d'une agence. Nous avons dû passer des tests médicaux. Ils ont vérifié nos visas, nos billets et tous les documents, même le contrat de l'autre côté. Après que le ministère du Travail a validé le processus, on nous a autorisés à quitter le pays et aller en Arabie Saoudite comme travailleuses domestiques. À notre arrivée en Arabie Saoudite, la sécurité nous a emmenés dans différents endroits. Et c'est là que nos employeurs sont venus nous chercher. Mais selon la loi, quand vous arrivez dans le pays, votre passeport est confisqué. Vous n'avez pas le droit de le garder avec vous. Il est remis à votre employeur. Et ce n'est qu'à la fin de votre contrat qu'on vous rend votre passeport pour rentrer. Quand j'ai rencontré mon employeur, il m'a emmené chez lui. J'y ai rencontré madame, les enfants et une collègue de travail dans la maison. Au début, il n'y avait pas de problème. La première année, la famille n'était pas mauvaise. Mais dès que la deuxième année a commencé, tout a changé brusquement. Madame est devenue très agressive, elle était très insultante. Elle utilisait des mots très durs, très amers. La plupart du temps, elle me disait que j'avais gaspillé son argent, que je n'avais rien fait dans sa maison. Quand je lui demandais ce que je n'avais pas fait, parce qu'en arrivant chez elle, c'était vraiment misérable. Et qu'en vivant là, j'avais vu beaucoup de choses pour s'améliorer, même le comportement de ses enfants avait changé, elle me répondait que je n'avais rien fait. Souvent, elle se plaignait que je ne faisais rien. Parfois, elle entrait dans la cuisine pendant que j'étais en train de laver la vaisselle ou de travailler. Et elle pouvait prendre une tasse et me la jeter dessus sans raison. Je pense qu'elle était simplement remplie de colère. La plupart du temps, c'était des insultes, des objets lancés contre moi, des tentatives de me frapper. Mais je restais calme, parce que je savais que si je la touchais, cela me conduirait en prison. En prison, la seule façon d'en sortir, c'est qu'on vous tue.
Personne n'est là pour vous protéger. Personne n'est là pour se battre pour vous. Vous avez l'impression d'être totalement sans défense. Ensuite, l'homme arrivait aussi. Il criait avec une voix aiguë. Il lançait aussi des objets. Ce sont des gens toujours dans le chaos, remplis de colère et de haine. La plupart du temps, il venait. Il voulait me porter dans la cuisine. Il voulait que je sois avec lui. Quand je résistais, c'est à ce moment-là qu'il se fâchait, qu'il prenait un morceau de bois et qu'il me frappait à la taille. C'est là que tous les problèmes ont commencé. Après cela, mes jambes ont complètement enflé. Mon corps a changé. Je ne pouvais plus rien faire. Je ne pouvais plus manger. Je ne pouvais plus rien faire et personne ne se souciait de moi. Tu étais simplement là pour travailler, pour gagner honnêtement ta vie. Tu ne méritais rien de tout cela. Mais a-t-il essayé de te faire du mal d'une autre manière? Y a-t-il eu d'autres menaces, d'autres tentatives pour te briser? Oui. Il y a eu un moment où il venait discrètement dans ma chambre. Mais quand je m'en suis rendu compte, je me suis mise à verrouiller la porte. Malgré tous ses efforts, il n'y a jamais eu un seul jour où il ne m'a pas trouvé. Jamais je ne me suis laissé faire. Non, non, non. Parce que je savais que j'étais venue là pour travailler. Je savais aussi que j'étais chrétienne, que j'étais quelqu'un de sauvé. Et être avec le mari de quelqu'un est contraire à la loi de Dieu. Donc, je ne pouvais pas aller contre la loi de Dieu. Je préférais respecter Dieu plutôt que respecter un homme. Et c'est la règle que je suivais. Mais il me harcelait vraiment. Parfois, il me trouvait et me plaquait contre le mur, comme s'il voulait me suspendre ou m'étrangler. Mais à chaque fois, je priais Dieu, et Dieu intervenait pour m'aider. Je n'ai jamais osé en parler à madame, parce que je savais que si je lui racontais, elle dirait que c'est moi qui cherchais son mari. La plupart du temps, nous avions des groupes WhatsApp avec les autres femmes, et toutes elles vivaient la même situation. Le seul conseil qu'on se donnait entre nous, c'était que même si le patron venait vous harceler, il ne fallait jamais en parler à madame. Soit on vous mettait en prison, soit on vous accusait de choses que vous n'aviez pas faites et on vous tuait. Donc la meilleure chose à faire, c'était de garder le silence et de prier Dieu. Tu semblais tomber malade beaucoup trop souvent dans cette maison. Et même aujourd'hui, tu souffres encore des conséquences. Penses-tu qu'il se passait quelque chose d'étrange là-bas? Est-ce qu'un élément t'a un jour fait penser que ta maladie n'était pas une simple coïncidence? Il y avait tellement de choses dans cette maison. Par exemple, dans le salon, il y avait une table et on pouvait voir des choses comme des lézards, des serpents. Mais ils n'étaient pas réels, c'étaient des jouets. On voyait aussi des grenouilles, des éléphants, des objets très étranges. Ces choses fonctionnaient avec des piles et parfois elles étaient chargées. Alors, on les voyait bouger dans la maison. Et comme j'étais chrétienne, j'avais très peur. Je me sentais remplie de frayeur. Parce qu'il y avait des choses qu'on ne voit pas au Kenya. Même si c'était des poupées ou des sortes de robots, elles faisaient vraiment, vraiment peur. Un soir ordinaire, ma patronne m'a dit d'aller me reposer. Et ce n'était pas habituel. Moi, je faisais toujours mes tâches. Et à 20 h, je partais me reposer 2 heures. Puis, après ces 2 heures, je redescendais finir le travail. Laver la vaisselle, nettoyer la cuisine, m'assurer que les chambres des enfants étaient non prêtes pour la nuit. Ce jour-là, en fin de journée, je sortais de ma chambre et j'ai trouvé madame très joyeuse. Ensuite, elle m'a emmenée dans la cuisine et m'a dit «
Nous avons préparé un plat pour toute la famille et nous voulons que tu viennes manger avec nous. » J'ai répondu, « Vous avez préparé de la viande et je ne mange pas de viande. » Ils m'ont dit, « Non, aujourd'hui, c'est de la soupe au poulet. Nous voulons que tu manges avec nous. » Je les ai suivis dans la cuisine et j'ai vu que tout le monde avait l'air très content. Le mari était celui qui préparait. Ma collègue était là, les enfants aussi regardaient leur père cuisiner. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Quand je suis entrée, le patron avait déjà une petite assiette avec des morceaux de poulet. Il m'a dit, goûte, goûte. Je lui ai dit que je ne pouvais pas goûter parce qu'ils mettent toujours du piment et je n'en prends pas. Je cherchais une excuse pour ne pas toucher cette nourriture. Mais ils ont insisté. Non, on sait que tu ne prends pas de piment. C'est pour ça qu'on n'en a pas mis. Tu peux goûter. Il y avait 3 morceaux. Il a pris le premier morceau, madame a pris le deuxième, et moi, le troisième. J'ai goûté et j'ai dit que c'était bon. Ils ont dit, « Maintenant, on peut aller manger. » J'ai répondu, « Puisque la cuisine est sale, je vais d'abord laver la vaisselle. Et après, quand vous aurez fini, je mangerai. » Madame a dit, « Donc tu vas manger avec nous ?» J'ai répondu, « Oui, je vais manger avec vous. » Mais en lavant la vaisselle, je priais en silence. Je disais, « Seigneur, aide-moi, et tous les plans qu'il prévoit contre moi n'autorisent pas qu'ils aboutissent. Souviens-toi d'où je viens. Je suis venu ici seulement pour aider ma famille, pour que ma famille puisse vivre mieux, que mon fils aille à l'école. J'avais aussi une autre fille que j'avais fait venir d'Ouganda et que j'aidais à payer ses études. Tous comptaient sur ma santé. Seigneur, ne m'abandonne pas. » Ils sont allés à table et ont mangé. Après avoir fini de laver la vaisselle, j'ai vu qu'il restait un peu de nourriture dans une marmite sur la cuisinière. J'en ai pris une partie, je l'ai mise au micro-ondes et je suis allée manger. En commençant à manger, j'ai senti des réactions. Je sentais que je n'étais plus comme avant. Je transpirais, je me sentais de plus en plus faible, tout semblait anormal. J'ai dû arrêter de manger. Ma patronne faisait des allers-retours sans cesse. Et je me disais, « Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Aide-moi à comprendre. » Je n'ai pas pu finir le plat. J'ai dû le jeter dans la poubelle. Ce qui restait dans la cuisine, je l'ai mis au frigo pour l'utiliser le lendemain. J'ai nettoyé la cuisinière et je suis montée dans ma chambre. Je ressentais une soif extrême. Ma poitrine me brûlait, comme si elle prenait feu. J'ai bu beaucoup d'eau, mais c'était comme si je ne buvais rien. Je suis allée au frigo, j'ai pris des glaçons que j'ai mis dans un verre, mais ça ne changeait rien. J'ai bu encore plus d'eau. Quand il était 4 heures du matin, ça continuait, encore et encore. Mais je savais que Dieu m'avait aidé et que le poison était sorti de mon corps. Je me suis mise à boire beaucoup de lait, à prendre du citron et du gingembre. La plupart du temps, je prenais du citron, du gingembre et de l'ail pour purifier mon corps et éliminer ce poison. Comment se passe ta vie depuis ton retour de ce cauchemar? Les choses commencent-elles à redevenir normales ou ton passé te hante-t-il encore? C'est difficile à expliquer. En juillet et août 2021, je suis partie de Nakuru pour rentrer chez moi, dans l'ouest du pays.
Là-bas, je suis restée jusqu'en février 2023. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de revenir à Nakuru, parce que les difficultés étaient redevenues trop nombreuses. Ma situation empirait chaque jour, et je me suis dit, non, si je retourne à Nakuru, au moins je pourrai adorer Dieu avec d'autres, dormir avec d'autres personnes, recevoir une parole d'encouragement, un mot d'espoir. Peut-être que cela m'aidera à redevenir normal. Alors, depuis l'Ouest, je suis revenue ici et j'ai recommencé à prier et à me rassembler avec les autres. C'est quand je suis revenue que j'ai laissé mon père à la maison. Il avait un gonflement à la main, mais il était allé à l'hôpital et avait reçu une injection. Et le gonflement avait disparu. Je pensais donc que tout allait bien pour lui. Mais malheureusement, après que le gonflement a quitté la main, il est apparu au niveau du cou. À partir de là, ça a commencé. Je pensais que c'était juste quelque chose qui allait enfler et disparaître. Mais malheureusement, en décembre, il m'a dit « Je suis très malade et sincèrement, je ne vois personne qui puisse m'aider. » Je lui ai répondu « Papa, non. S'il n'y a personne pour t'aider, la seule aide qu'on puisse avoir, c'est Dieu. » Je lui ai dit qu'il devait s'organiser pour quitter la maison et me rejoindre ici. Et qu'ensuite, on chercherait des moyens de l'aider. C'est comme ça qu'il a commencé son voyage depuis le village jusqu'ici. Et je l'ai accueilli parce qu'il est le seul espoir que j'ai dans la vie. Après son arrivée, nous avons cherché quelques personnes pour nous aider, car quand il est venu, il était très faible. Il n'avait presque plus de sang dans le corps. Il souffrait énormément. On pouvait voir à quel point il avait mal. You could see how he used to feel it was really paining. So, quand mon père est arrivé, c'est comme si mon propre combat pour trouver de l'aide s'était arrêté. J'ai commencé à me concentrer sur lui, à chercher comment le soigner, comment trouver un traitement, comment organiser une opération, comment trouver un donneur de sang et faire une transfusion. Nous avons dû avancer étape par étape. Quand nous sommes allés voir les médecins, ils ont dit que toutes les veines étaient bloquées et qu'il fallait trouver un moyen de les débloquer, que le sang devait être retrouvé, qu'un donneur devait être identifié et qu'on devait le transfuser. Il y avait tellement de choses à faire. Aujourd'hui, nous sommes bloqués parce que, comme ils l'ont dit, il nous faut environ 200 000 shillings kenyans. Mais pour moi, c'est plus, parce qu'il y a d'abord un scanner IRM qu'il doit passer ce vendredi, comme l'a demandé le médecin, afin de pouvoir déterminer si c'est cancéreux ou de quelle nature est ce gonflement. En plus de cela, il a aussi une autre masse au niveau de l'abdomen et le médecin doit vérifier si elle peut être opérée, si elle peut être retirée ou comment cela peut se faire après l'IRM. Ils nous ont également demandé de faire une biopsie. La biopsie est très chère. After taking the MRI photos, then there is something also they requested us to do. It is called the biopsy. Biopsy is very much expensive. Quand nous sommes allés nous renseigner en ville, au laboratoire de radiologie, on nous a dit que cela coûtait 100 000 shillings. Si la biopsie coûte 100 000 et que l'IRM coûte 18 000, nous ne sommes même pas encore au stade de l'opération ni du traitement. Je peux dire qu'il nous faut beaucoup plus pour qu'il puisse simplement retrouver une vie normale. En plus, je dois aussi acheter des médicaments pour qu'il ne souffre pas. Quand je cuisine, parfois, rien que l'odeur de la nourriture l'irrite et lui donne envie de vomir. Je suis là, simplement pour essayer de surmonter ces difficultés. Acheter des médicaments pour qu'il ne vomisse pas, des médicaments pour calmer la douleur et qu'il puisse dormir un peu plus confortablement la nuit. Il y a tellement de choses que nous traversons. Nous avons vraiment besoin d'aide. Mon corps souffre.
J'ai beaucoup de douleurs et j'ai besoin de plus d'aide pour pouvoir me sentir mieux. J'ai déjà suivi certains traitements, mais ils ne sont pas encore terminés. C'est pour cela que je suis venu vivre avec ma fille. Je vis avec ma fille à cause d'une situation que je ne peux pas gérer ailleurs. Cela m'oblige à rester avec elle, qui elle-même vit dans des conditions difficiles. Cette maladie dure depuis environ 2 ans. La raison est que je n'ai pas pu trouver l'argent nécessaire pour me soigner correctement. J'ai cherché quelqu'un qui puisse m'aider tout au long de cette période, mais cela a été très difficile. Même si je vis avec ma fille, elle n'a aucune source de revenus stable qui pourrait nous aider. Même trouver de quoi manger est un problème. Je cherche donc une aide extérieure, un soutien, parce que nous partageons une petite maison et un petit lit, simplement parce que nous n'avons pas d'autre option. Être dans cette petite pièce, partager le même lit avec lui, cela n'a pas d'importance pour moi. Tout ce que je veux, c'est voir mon père guéri et qu'il puisse retrouver ses activités normales comme père et comme agriculteur chez nous. As-tu besoin d'un quelconque soutien de la part des personnes qui regardent ceci? Si quelqu'un souhaite t'aider ou te contacter, comment peut-il le faire? +254 726 097 950. Quel type d'aide ferait réellement une différence dans ta vie aujourd'hui? Personne ne mérite de subir une telle tromperie. Nous avons besoin de financement, car son processus de guérison nécessite beaucoup d'argent. Il faut que nous allions voir le chirurgien une fois que les images seront prêtes. Il doit être opéré parce que le gonflement doit être retiré. Les médecins disaient que c'est ce gonflement qui est la cause du manque de sang dans son corps. La somme de 200 000 shillings permettrait de me soutenir et de m'aider à guérir de cette maladie. Je cherche des personnes qui pourraient m'aider. Personne ne mérite d'être traité comme un esclave. Et aucun être humain n'a le droit de contrôler la vie d'un autre. Jamais. Ce qui lui est arrivé est un rappel douloureux de la cruauté qui existe encore dans notre monde. Mais sa force et sa survie sont la preuve vivante que même dans les moments les plus sombres, l'esprit humain peut se battre et se relever. Cette femme a eu le courage de se défendre et de rentrer chez elle auprès de son père malade. Mais le retour n'était qu'une partie du combat. La dure réalité, c'est que survivre a un prix. Aujourd'hui, elle n'a plus rien. Pas d'argent, pas de ressources. Et son père a urgemment besoin de soins médicaux. Si vous pouvez aider cette famille d'une manière ou d'une autre, faites-le, s'il vous plaît. Et surtout, partagez cette vidéo. Plus de gens la verront, plus il y aura de chances d'obtenir de l'aide, de l'espoir et du changement. C'est Afrimax français.
N'oubliez pas de vous abonner et de contribuer à diffuser cette histoire bouleversante.